Donc, je vais effectivement vous parler des carences lipidiques. Ah ben voilà, il y a le temps, donc c'est ça que je voulais voir. Ah bon? Alors attendez, voilà. Donc, comme l'a dit le président de séance, il y a, pour moi, qui suis spécialiste de l'obésité, il faut retenir une chose extrêmement simple. Les carences, c'est pour les enfants. Les carences, c'est pour les enfants. Les excès, c'est pour les adultes. Il n'y a pas d'excès. Regardez, c'est moins partout. Il n'y a pas d'excès chez l'enfant. Il n'y a pas de conséquences des excès chez l'enfant. Il ne faut pas avoir peur des excès chez l'enfant. Et tout particulièrement, des excès en lipides. Dans certaines situations chez l'enfant, chez l'adulte, pardon, notamment en cas d'hypercholestérolémie ou plus rarement d'hypertriglycéridémie, on a besoin d'une restriction lipidique chez l'adulte. Chez l'enfant, comme on va le voir, à part des situations très rares comme l'hypercholestérolémie familiale et encore beaucoup plus tard les hypertriglycéridémies endogènes très rares, on n'a pas besoin de ces restrictions lipidiques. Alors pour étayer ça, il y a un point extrêmement simple, c'est le lait de mer. Le lait de mer qui, comme vous le savez, est l'aliment de référence jusqu'à 2 ans au moins. Et dans le lait de mer, 50% de l'énergie est apportée par les lipides. Je ne sais pas si vous voyez, je n'arrive pas à faire fonctionner la flèche. Ah si, voilà. 50% des lipides sont apportés par le lait de mer. Donc ça reste la base de ce qu'il faut apporter aux jeunes nourrissons. Dans le lait de mer, si on prend, la concentration peut varier d'un pays à l'autre. Si on prend les différents acides gras qu'il y a dans le lait de mer, vous voyez que l'acide oléique est l'acide prédominant, c'est l'acide gras de l'huile d'olive. Et on retrouve ici l'acide palmitique, qui est cette fameuse huile de palme qui fait très très peur en France. J'espère qu'ici au Maroc, cette folie n'est pas arrivée. Et vous voyez que c'est les deux acides gras qui prédominent. Deux choses intéressantes, c'est que dans le lait de mer, qui encore une fois est l'aliment de référence, il y a essentiellement des acides gras saturés et monoinsaturés, c'est-à-dire ceux qu'on craint chez l'adulte. Et le DHA, sur lequel on va revenir, ainsi que les acides gras essentiels, leur concentration dépend de l'alimentation de la mère. C'est-à-dire que la glande mammaire ne fabrique pas d'acides gras essentiels comme le reste du corps, et donc c'est ce que ingère la mère qui permet d'augmenter la concentration, et le DHA, dont on va reparler largement, qui n'est pas un acide gras essentiel, qu'on est capable de synthétiser, mais là encore, sa concentration dépend de l'alimentation de la mère. Dans le lait infantile, on ajoute des huiles végétales. Vous savez que la plupart des laits, la grande majorité des laits infantiles, on retire la graisse du lait, qu'on vend à part, notamment sous forme de beurre ou de crème, et on ajoute des huiles végétales. Et la majorité, la très grande majorité des laits infantiles, leur base, c'est l'huile de palme. Là encore, ça a fait beaucoup de polémiques en France. Je rappelle que non seulement l'huile de palme est totalement inoffensive pour l'enfant et probablement pour l'adulte, mais qu'en plus, sans mettre d'huile de palme, on n'aurait pas assez d'acide palmitique, et donc on ne serait pas assez proche du lait de mer. Et c'est ce qu'on voit dans ce tableau. Vous voyez que les deux façons d'être le plus proche possible du lait de mer, qui encore une fois est la référence, c'est soit d'ajouter de l'huile de palme, et l'huile de coco, parce qu'il faut aussi d'autres acides gras, ou bien de garder les lipides du lait, chose que malheureusement la plupart des labos ne font pas pour des raisons économiques. Alors, la région la plus graisseuse de votre organisme, même si vous êtes très obèse, ça reste votre cerveau. Pour avoir 60% de graisse chez un obèse, moi qui en ai vu quand même quelques milliers, c'est vraiment des très 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 gros obèses. Donc, vous voyez que pour l'extrême grande majorité des individus, la partie la plus graisseuse de l'organisme, c'est le cerveau. Et chez l'enfant, où le cerveau, bien sûr, est en développement, il va falloir bien le nourrir pour que ce cerveau se développe bien. Et donc, on va parler, parce que c'est le sujet, des carences. D'abord, des carences quantitatives, c'est-à-dire de donner suffisamment de lipides aux enfants, puis ensuite des carences qualitatives.
Voilà les apports recommandés en lipides qui ont été donnés par l'AFSA, donc l'agence française, mais aussi par l'agence européenne. Je ne partage pas toutes les recommandations, mais ici, je les partage. Entre 0 et 6 mois, c'est bien sûr le lait de mère qui reste la base. Et donc, on va faire comme le lait de mère. 50% des apports énergétiques totaux doivent être sous forme lipidique. Après 6 mois, entre 6 et 12 mois, ça diminue à 40%. Et ensuite, ça reste quand même élevé, 35 à 40%. Alors, comment on va faire pour assurer ces besoins? Durant les 6 premiers mois, bien évidemment, les enfants qui sont au sein, par définition, ont suffisamment de lipides, puisque c'est la base qui a été utilisée. Et ceux qui sont alimentés par un lait infantile, eh bien évidemment, les laits infantiles se sont débrouillés pour approcher leur composition de celle du lait de mère. Et on a, vous voyez, c'est une moyenne des laits français. Je pense que les laits marocains ne doivent pas être très loin. On est aussi très près des 50%. Donc aucun problème d'apport quantitatif chez les nourrissons en alimentation lactée exclusive. Le problème devient plus compliqué lorsque l'enfant est diversifié. En effet, si on n'ajoute pas de graisse dans tous les plats salés des nourrissons, tous, eh bien on n'arrivera jamais à atteindre les fameux 40% dont j'ai parlé tout à l'heure, les 40% sous forme lipidique, 40% des apports énergétiques totaux sous forme lipidique qu'il faut assurer à cet âge-là, notamment, je vous le rappelle, pour une bonne croissance cérébrale. Ça concerne non seulement les aliments faits maison, mais aussi tous les petits pots. Les petits pots du commerce ne contiennent pas assez de lipides. C'est une raison technologique. S'ils mettaient trop de graisse, avec la stagnation, ça ferait des auréoles blanches, pas très jolies, et ça ne plairait pas aux parents. C'est pour ça qu'il ne met pas beaucoup de graisse. Donc n'oubliez pas de demander aux parents d'ajouter de la graisse, du beurre ou de l'huile dans l'alimentation. Alors regardez pourquoi. Ici, avec nos diététiciennes, c'est une simulation qu'on a faite à différents âges. Vous voyez, ici, vous avez la totalité de la graisse ajoutée au cours des repas salés, dans une journée. Donc, vous voyez, au départ, il n'y a qu'un seul repas salé. Ensuite, il y en a 2. Eh bien, malgré ces apports qui sont importants, regardez, 2 cuillères, on va prendre celui-là, 2 repas salés avec 3 cuillères à café d'huile et 1 cuillère à café de beurre pour une journée. Je vous rappelle que c'est les 40% qu'il faut atteindre. Et vous voyez qu'on a du mal à les atteindre malgré l'ajout de graisse. Autant vous dire que si on n'ajoute pas de graisse, les chances d'atteindre ces 40% sont nulles. Après 1 an, les lipides, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, doivent représenter une grande part des apports alimentaires des enfants, toujours pour la croissance cérébrale. Je vous rappelle que le développement cérébral se poursuit même à l'adolescence. Et c'est pour ça que n'écoutez pas trop les messages qu'on diffuse en France. Ils sont idiots. Il y a beaucoup d'adultomorphisme, c'est-à-dire qu'on donne à l'enfant des messages qu'on devrait uniquement réserver à l'adulte et encore. Vous voyez ici, c'est en France, ne mange pas, il y a un tutoiement, donc bien sûr c'est destiné à l'enfant. Trop gras, trop sucré, trop salé, j'ai barré le trop gras, c'est une erreur. Pour le reste aussi d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Sûrement pas inciter les enfants à manger moins gras. Je ne vous ai pas dit, mais il n'y a bien sûr aucun lien entre la consommation de lipides et l'obésité. L'obésité est une maladie chez l'enfant purement génétique. Donc, il faut davantage donner de gras aux enfants. Donc ça, c'était la première partie quantitative. Maintenant, voyons la partie qualitative. Juste un petit rappel biochimique que vous avez appris quand vous étiez un peu plus jeune. Je vous rappelle qu'on a 2 acides gras essentiels, l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, qui sont des acides gras que l'être humain n'est pas capable de synthétiser, donc on est obligé d'ingérer. Et à partir de ces acides gras essentiels, on fabrique des acides gras polyinsaturés à longue chaîne, dont surtout le DHA, l'acide docosahexaénoïque, qui est un acide gras particulièrement important pour le développement cérébral. Et sa particularité, c'est qu'il arrive tout à fait en fin de chaîne. Et parce qu'il arrive en fin de chaîne, sa synthèse est mauvaise, insuffisante chez l'enfant. Il arrive en fin de chaîne, il faut que ça se fasse dans le peroxysome. Et en plus, il y a des variants génétiques de ces enzymes, très fréquents, 30% de la population, qui fait que ces enzymes sont moins efficaces chez les individus que chez les autres. Et donc, chez 30% des enfants,
ces enzymes étant moins efficaces, la synthèse de ce qui est en bout de chaîne est diminuée. Et c'est pour ça qu'en France, on considère le DHA comme un acide gras conditionnellement indispensable. Ça veut dire quoi? Il n'est pas indispensable puisqu'on est capable de le synthétiser, mais il faut un apport minimum obligatoire de 0 à 18 ans, notamment en raison de l'importance du DHA dans le développement cérébral. Alors voilà les apports nutritionnels conseillés en France. Les chiffres ont assez peu d'importance. Je vous donnerai des choses un peu plus pratiques à partir de ces chiffres tout à l'heure. Mais vous voyez, donc il y a un apport minimum de 0 à 18 ans pour le DHA. Et puis l'Europe a aussi donné des apports minimums. Et regardez, on y reviendra, l'Europe considère que les enfants de 0 à 6 mois doivent avoir un apport minimum d'ARA, qui est un autre acide gras, l'acide arachidonique, et qui est du côté oméga 6. Alors pourquoi c'est si important le DHA? Regardez au cours des 2 premières années de la vie, l'accrétion de DHA dans le cerveau des enfants. Ça, ce sont des études qui ont été faites sur des enfants qui étaient morts accidentellement ou morts subites. Et donc, c'est des autopsies. Et on a pu voir à différents âges le contenu en DHA du cerveau de ces enfants. Et c'est pour vous dire que cette synthèse, encore une fois, n'est pas très bonne. Et le DHA du cerveau provient principalement du DHA alimentaire. Contrairement à l'ARA, l'acide arachidonique, où là, le cerveau est capable de le synthétiser sur place. Mais le DHA du cerveau provient principalement des apports alimentaires de DHA de l'enfant, et non pas d'une synthèse locale, d'où l'importance des apports. Alors, il y a eu toute une discussion pour savoir s'il fallait ajouter ces 2 acides gras polyinsaturés à longue chaîne, l'ARA et le DHA, dans les laits infantiles. Parce que la majorité des laits infantiles actuels ne contiennent ni ARA ni DHA. Alors, il y a eu une méta-analyse donc, qui a montré d'abord qu'il n'y avait pas de différence entre les laits qui contenaient ARA DHA et d'autres qui n'en contenaient pas en termes de croissance, ça c'est pas un problème. Mais vous voyez que la méta-analyse, pour le développement neurologique, 4 ont dit que c'était mieux, mais 7 ont dit que ça ne changeait rien. Et pour l'acuité visuelle, 4 ont dit que c'était mieux et 5 ont dit que ça ne marchait rien, ça ne changeait rien. Donc globalement, cette méta-analyse conclut que ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais en réalité, quand on regarde plus précisément, il y a vraiment des études qui sont très hétérogènes et qui sont mal faites. Et donc, ça me paraît quand même très important d'ajouter du ARA et du DHA dans les laits infantiles. Et d'ailleurs, la Commission européenne a rendu obligatoire, alors qu'elle ne l'était pas encore une fois jusqu'à maintenant, donc on est le 7-8 aujourd'hui, donc vous voyez que dans quelques jours, les laits infantiles qui seront fabriqués dans l'Union européenne devront obligatoirement contenir du DHA, chose qui n'était encore une fois pas obligatoire jusqu'au 22 février 2020. Cette date a été repoussée d'1 an pour les hydrolysats, les laits un peu spéciaux. Mais la question qui se pose, c'est elle n'a pas rendu obligatoire l'ajout d'ARA. Alors la raison qu'on m'a donnée, elle est très simple. Il s'avère que l'ARA, l'acide arachidonique, il y a un laboratoire dans le monde, un laboratoire suisse, qui est le principal fabricant et donc vendeur d'ARA. Et aujourd'hui, malheureusement, la politique l'emporte sur la science, et les pseudo-experts qui ont rendu ces résultats-là n'ont pas voulu avantager un laboratoire qui se serait beaucoup enrichi. Mais nous, ce qui nous intéresse, médecins, c'est pas l'argent qui peuvent se perdre ou ne pas se faire, c'est la santé des enfants. Et tous les experts sont d'accord. On vient de publier dans l'American Journal of Clinical Nutrition 23 experts de 13 pays différents. La France était représentée par la Pionne et par moi pour dénoncer cette erreur qui a été faite. Et il faut ajouter de l'ARA. Alors, il y avait des arguments où c'est suffisant dans le cerveau, comme je vous l'ai dit, mais les arguments contre. D'abord, le principal argument, c'est que le lait de mer contient de l'ARA à des concentrations supérieures à celles du DHA. Aujourd'hui, hier, on a parlé des HMO, on prend des molécules qui se trouvent dans le lait de mer, qu'on met dans les laits infantiles. Les Amoine a dû vous dire qu'aujourd'hui, on n'avait aucune preuve vraiment formelle de l'intérêt des HMO, mais on ne peut que féliciter d'ajouter des HMO dans le lait infantile parce qu'il y a du HMO dans le lait de mer. Pourquoi ne pas ajouter d'ARA alors qu'il y en a encore plus que du DHA? Il y a d'autres arguments. Le développement cérébral utilise plus d'ARA que DHA, mais il y a une synthèse locale. Et puis surtout, un mauvais rapport DHA sur ARA réduit la synthèse. Et puis enfin,
l'EFSA, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, recommande un apport minimum d'ARA chez le tout petit. C'est quand même paradoxal que la Commission européenne, qui dépend aussi de l'EFSA, ait une conclusion différente des experts antérieurs. C'est pour vous dire que la science, parfois, peut être polluée par la politique. Donc, les experts, les vrais experts en nutrition, encore une fois, nous étions 23 de 13 pays différents, ont écrit donc cet article, dont j'ai oublié de vous mettre les références, qui vient de paraître là dans le numéro de janvier de l'American Journal of Clinical Nutrition, pour dire qu'il faut absolument que les industriels ajoutent à la fois de l'ARA et du DHA. Ils ne sont pas obligés d'ajouter de l'ARA. Et je pense que tout simplement, il faudra boycotter tous les industriels qui, pour des raisons économiques, parce que l'ARA coûte cher, n'ajoutent pas d'ARA, en plus du DHA, qui n'auront pas le choix, puisque c'est obligatoire, à ajouter dans leur lait. Alors, ça c'était de manière globale. Maintenant, de manière pratique, comment on va assurer les apports en acides gras essentiels de ces enfants? D'abord, entre 0 et 3 ans, l'allaitement, bien sûr, c'est le meilleur moyen, à condition que la maman consomme suffisamment d'acides gras essentiels, puisqu'encore une fois, la glande mammaire n'est pas capable de synthétiser ces acides gras essentiels. Lorsque l'enfant n'est pas allaité, vous voyez que lorsqu'il est alimenté avec un lait premier âge, ça pose aucun souci. Avec 470 millilitres, il a l'ensemble de ses apports. Donc les enfants, bien sûr, ne sont pas carencés en acides gras essentiels. Par contre, lorsqu'il passe au lait deuxième âge, il en faut 720 millilitres pour assurer la totalité des besoins. Alors bien sûr, cette quantité peut être diminuée quand il y a des huiles végétales associées, mais pour assurer la totalité des besoins, c'est 720 millilitres. Et il s'avère que pour le faire, c'est pareil, il en faut environ 700 millilitres, c'est-à-dire 3 biberons par jour, d'où la recommandation de la Société française de pédiatrie d'assurer au moins 3 biberons par jour jusqu'à 1 an. Avec le lait de croissance, ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'il faudra ajouter des huiles végétales, et vous avez ici la pratique, c'est-à-dire ajouter 2 ou 4 cuillères à café par jour d'huile végétale pour assurer les apports. Alors, quelles huiles végétales? Eh bien, on peut choisir celle qu'on veut, celle que vous aimez aussi ici, bien qu'elle ne soit pas parfaitement équilibrée en acides gras essentiels. On a vu que l'acide éloïque était important, mais l'huile d'olive est pauvre en acide linoléique. Mais bon, on pourra quand même les assurer, notamment grâce au lait infantile ou à l'allaitement. Et si l'enfant n'a pas assez de DHA, on va voir tout de suite quelles sont les situations où l'enfant n'a pas assez de DHA. Là, il faudra privilégier ces 3 huiles-là, c'est-à-dire notamment l'huile de colza, qui a beaucoup d'acide alpha-linolénique, qui est le précurseur du DHA. Et donc, s'il n'a pas assez de DHA, il faudra lui donner suffisamment de précurseurs pour qu'il puisse fabriquer lui-même son DHA. Alors justement, comment on assure les apports en DHA chez l'enfant entre 0 et 3 ans? Eh bien, là encore, c'est l'allaitement qui va être le meilleur moyen pour assurer les besoins en DHA, à condition que la mère ait suffisamment de DHA. Vous vous souvenez, je vous ai dit au tout début que le contenu en DHA du lait de mère dépendait des apports de la mère. Et donc la mère doit consommer suffisamment de DHA, et ce qu'on conseille, c'est 2 portions de poisson par semaine, dont au moins 1 gras, pour être sûr qu'il a suffisamment de DHA. Et avec une déviance alimentaire très grave qui se développe en France de plus en plus, qui est le végétalisme, où les individus ne mangent plus de produits d'origine animale, donc plus de poisson, eh bien, il va y avoir une épidémie, ça commence déjà, de lésions cérébrales majeures chez l'enfant, dont notamment chez les mamans qui allaitent, puisque les mamans qui allaitent et qui ne mangent pas de poisson risquent d'avoir moins de DHA. Heureusement, elles consomment parfois des algues végétales très riches en DHA. Tous les laits infantiles ne sont pas encore enrichis en DHA, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être obligatoire dans quelques jours, mais ils auront le droit d'épuiser leur stock. Et ils ont à peu près 1 an de stock, donc c'est possible que pendant 1 année encore, il ne va pas y avoir de DHA dans la majorité des laits. Donc il faudra quand même privilégier ceux qui en ont déjà mis, et tous les laits ne sont pas enrichis. Et donc, je vous rappelle que soit on utilise un lait enrichi en DHA, soit lorsqu'on n'utilise pas un lait enrichi en DHA, il faudra, je vous ai déjà montré cette diapo, il faudra privilégier les huiles riches en précurseurs du DHA, c'est-à-dire l'acide alpha-linoléique, c'est-à-dire ces 3 huiles-là, et notamment l'huile de colza, pour qu'il fabrique lui-même. Sinon, comment on fait pour assurer les besoins en DHA? Ah oui, juste avant, il faut savoir que
ces trois séries, oméga 6, oméga 3 et oméga 9, avec l'acide oléique, on part donc soit des acides gras essentiels, soit de l'acide oléique ici, et il y a des allongements de la molécule et des désaturations de la molécule pour aboutir aux polyinsaturés qui sont ici. Et ce sont les mêmes enzymes qui font les trois lignées. Ce qui fait que lorsqu'on a un déséquilibre, c'est-à-dire par exemple trop d'oméga 6 par rapport à l'oméga 3, ou bien trop d'oméga 9, c'est-à-dire d'acide oléique, eh bien il risque d'y avoir une mobilisation des enzymes par les séries oméga 6 ou les séries oméga 9, et donc cette chaîne-là va mal se faire, et donc la synthèse de DHA risque d'être moins bonne. D'où l'importance de bien équilibrer les apports en oméga 6 et en oméga 3, comme on le voit dans cette étude qu'il a fait avec oméga 6, oméga 3, acide linoléique et acide alpha-linolénique. Ils ont fait deux rapports acide linoléique, qui est un oméga 6, acide alpha-linolénique, un rapport 5,1, un rapport 10,1, et ils ont regardé la synthèse de DHA pour s'apercevoir que la synthèse de DHA était moins bonne lorsque le rapport LA sur ALA était plus élevé, c'est-à-dire lorsqu'il y avait une trop grosse différence entre l'acide linoléique et l'acide alpha-linoléique, tout simplement parce que, je reviens juste avant, l'acide linoléique est là, les enzymes sont occupées à faire cette chaîne de réaction, et ne peuvent donc plus faire cette chaîne de réaction-là, et donc ce qui est au bout est mal synthétisé, et donc le DHA est mal synthétisé. D'où l'importance d'un bon apport ARA-DHA ou oméga 6, oméga 3. Sinon, les autres apports en DHA, eh bien c'est le poisson. Le poisson, notamment les poissons gras, le saumon, la sardine, très riche en DHA. Vous voyez, entre 1 et 3 ans, 0,5 g par semaine. 100 grammes apporte 3 grammes, donc vous voyez qu'avec une portion, 20 à 40 grammes de poisson, c'est-à-dire la portion à cet âge-là, eh bien on assure les besoins en DHA. Donc, je vous rappelle la recommandation, 1 à 2 portions de poisson par semaine, et ça assure les besoins hebdomadaires en DHA. Enfin, pour terminer, comment on fait après 3 ans? Eh bien, après 3 ans, les apports en acides gras essentiels sont assurés par les huiles végétales. Vous avez ici, on retrouve les mêmes huiles que tout à l'heure, bien évidemment. Les aliments riches en acide linoléique, essentiellement des huiles, mais pas uniquement. Les aliments riches en alpha-linolénique, on retrouve l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de soja. Tous ces éléments-là sont riches. En pratique, il y a assez peu de carence en acides gras essentiels chez le grand enfant, en tout cas au-delà de 3 ans. Vous avez ici les moyens de le faire, hein, il faut faire des calculs. Une cuillère à café d'huile, ça apporte 3 grammes. Une cuillère à soupe, 8 grammes, vous avez la concentration, et vous pouvez faire les calculs vous-même, mais 1 à 2 cuillères par jour suffisent. Quant aux apports en DHA, eh bien, ça va bien sûr encore être les poissons, et les besoins sont plus importants. J'ai traduit ce que je vous ai montré tout à l'heure en besoins hebdomadaires. Les besoins sont plus importants, et là encore, pour les assurer, il faudra 1 ou 2 portions de poissons par semaine, donc à maintenir jusque tard, jusqu'à 18 ans, au moins pour nous pédiatres, 1 à 2 portions de poissons par semaine pour assurer les besoins en DHA. Et si les enfants n'aiment pas... Ah oui, juste 2 mots avant. On parle beaucoup, et on pose souvent la question des contaminants, parce que ça fait partie des peurs qu'on véhicule, les métaux lourds, les pesticides qu'on trouve dans les poissons. Il faut bien savoir que c'est les conséquences. Aucune publication n'a jamais montré d'intoxication par les poissons des enfants, y compris chez les gros consommateurs de poissons, excepté une très particulière au Japon, où une usine avait déversé son mercure dans l'eau, où il y avait plein de poissons, et quand ceux-ci ont été consommés, il y a eu des problèmes. Mais à part cette situation très particulière, le poisson que vous achetez, il n'y a aucun risque que c'est un toxique, y compris si les enfants en consomment tous les jours. Donc là encore, c'est une peur idiote qui est diffusée. Et pour moi, la difficulté, du moins en France, c'est de donner suffisamment de poissons aux enfants et non pas en avoir peur. Sinon, les alternatives, c'est la cervelle. En France, on en mange de moins en moins. La cervelle qui apporte 0,6 g pour 100 g. Une cervelle d'agneau, c'est à peu près 100 g. Ou bien la fameuse huile de foie de morue, que malheureusement on utilise de moins en moins, et qui pourtant est extrêmement riche en DHA. Vous voyez qu'une cuillère à café 3 fois par semaine pour les jeunes enfants avant 9 ans suffit pour assurer les besoins en DHA. Voilà, donc pour terminer dans les temps, quels sont les messages à retenir? Un ajout de graisse systématique indispensable dans tous les plats salés, au moins 700 ml
donc 3 biberons pour assurer les besoins d'acides gras essentiels. Un enfant doit consommer 1 à 2 portions de poisson par semaine pour assurer les besoins en DHA. Jusqu'à leur enrichissement systématique, les préparations enrichies en DHA devront être privilégiées et à défaut, on choisira les huiles riches en oméga 3, colza, noix, soja. Et enfin, il faut qu'en plus du DHA que les industriels devront obligatoirement ajouter, du moins en Europe, au lait infantile, il faudra leur conseiller d'ajouter aussi de la rage. Je vous remercie. Merci, professeur Tcholian, de la qualité de cette présentation.